Imaginez une ville posée entre deux continents, à la croisée de toutes les routes, entre Orient et Occident. Constantinople, c'est plus qu'une cité. C'est une légende née de la volonté d'un seul homme, l'empereur Constantin, décidé à défier le destin et à fonder une capitale qui résisterait à l'usure du temps. Tandis que l'ancienne Rome s'effondre, broyée par les invasions et les complots, Constantinople s'élève comme un phare, un défi lancé à l'histoire. Mais derrière ces murailles, rien n'est simple. Pendant plus de 1000 ans, l'Empire byzantin va connaître autant de crises que de triomphes. Parfois célébré comme la civilisation la plus raffinée de son temps, parfois méprisé, caricaturé, oublié. Byzance a tout vu. Des guerres de religion, des trahisons, des conquêtes, des amours interdites, des miracles, des chutes et des renaissances. Comment cet empire, souvent assiégé, parfois réduit à une poignée de rue, a-t-il pu survivre là où tant d'autres ont disparu? Quels secrets se cachent derrière son faste, ses rituels, ses trésors cachés et ses complots? C'est l'histoire d'un monde qui n'a jamais cessé de croire en sa propre destinée, même lorsque tout semblait perdu. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la véritable légende de Byzance, là où la réalité dépasse souvent le mythe. Constantinople, la ville qui a défié le monde. Au début du IVe siècle, Rome est à bout de souffle. L'empire s'effrite, les provinces s'agitent et la vieille capitale, minée par ses luttes internes, ne fait plus rêver personne. Constantin, pragmatique et visionnaire, décide alors de tout miser sur une ville quasi inconnue, Byzance, un village de pêcheurs stratégiquement placé sur la Corne d'Or. Ce n'est pas un simple transfert de capitale, c'est un acte fondateur, une déclaration d'intention. En 330, il inaugure officiellement Nouvelle Rome, mais le nom de Constantinople s'impose très vite. En quelques décennies, la ville se couvre de murailles cyclopéennes, de forums étincelants, de palais dorés et d'églises spectaculaires. Elle devient le point de passage obligé entre l'Europe et l'Asie, le carrefour de toutes les richesses. Épices, soieries, or, idées, philosophie. La Corne d'Or offre un port naturel unique et les navires du monde entier y font escale. Mais Constantinople n'est pas qu'un miracle d'urbanisme. Elle naît chrétienne, fière de sa différence avec l'ancienne Rome païenne. Des reliques arrivent de toute la chrétienté, la Sainte Lance, la Vraie Croix, des fragments du manteau de la Vierge. La cité s'enveloppe de mystères, attire pèlerins et diplomates, fait tourner la tête des plus grands conquérants. Rapidement, les légendes se multiplient. Constantinople serait invincible, protégée par Dieu et par des secrets impénétrables, cachés dans les fondations mêmes de la ville. Mais ce miracle architectural et spirituel ne va pas tarder à être mis à l'épreuve. Car, à peine installée, la nouvelle Rome doit déjà affronter les premières tempêtes. Division, menace et résilience. L'Empire d'Orient face aux tempêtes. La mort de Théodose Ier en 395 marque la fin d'une illusion d'unité. L'Empire romain se scinde définitivement en deux. À l'ouest, une Rome fragile, minée par les crises. À l'est, Constantinople, déjà auréolée de prestige. Rapidement, les différences deviennent flagrantes. Tandis que l'Occident croule sous les attaques barbares, Vandales, Wisigoths, Huns, l'Empire d'Orient s'accroche avec une énergie farouche. Ce n'est pas qu'une question de chance. Byzance profite de sa situation géographique, entourée par la mer, protégée par d'immenses remparts. Mais c'est aussi un empire où l'intelligence politique règne. Ici, on négocie, on intrigue, on achète la paix plutôt que de se lancer dans des guerres perdues d'avance. Les empereurs byzantins, souvent contestés, parfois renversés, apprennent vite à jouer sur tous les tableaux. Ils forgent des alliances improbables, soudent l'armée autour de la capitale, multiplient les réformes fiscales et administratives. Au fil des décennies, Constantinople devient un rempart, le dernier refuge d'un monde antique menacé de disparition. Les peuples voisins convoient dans sa richesse. Les barbares en font leur obsession, mais butent toujours sur les murailles. La vie y est souvent dure, ponctuée d'épidémies, d'incendies, de révoltes, mais la cité se relève à chaque fois. Dans les palais comme dans les ruelles, une rumeur court. Tant que la ville tiendra, l'Empire survivra. Mais ce miracle de résistance, cette ténacité face aux tempêtes, va être mis à rude épreuve.
car bientôt surgit un empereur qui rêve de refaire l'histoire et de rendre à Byzance sa gloire romaine, quitte à tout risquer. L'âge d'or de Justinien, rêve de reconquête et splendeur éternelle. Quand Justinien arrive au pouvoir en 527, c'est un homme obsédé par la grandeur. Il ne veut pas régner sur un empire assiégé, il veut restaurer la gloire passée de Rome, rendre à Byzance sa place au sommet du monde. Sous ses ordres, 2 généraux d'exception, Bélisaire et Narsès, se lancent dans une série de guerres spectaculaires. Les armées byzantines traversent la Méditerranée, écrasent les Vandales en Afrique du Nord, reconquièrent la Sicile, la Sardaigne, une grande partie de l'Italie et même une portion de l'Espagne. Sur les cartes, l'Empire renaît, retrouve presque les contours de l'ancienne Rome. Mais derrière ces victoires, le prix est colossal. Les campagnes épuisent les finances, les soldats tombent par milliers, les territoires nouvellement repris sont dévastés. À Constantinople, certains commencent à murmurer que l'orgueil impérial pourrait coûter cher. Mais Justinien n'est pas seulement un conquérant, c'est aussi un bâtisseur visionnaire. Il ordonne la rédaction du Corpus Juris Civilis, le code de loi qui inspirera les rois, les juges et les juristes pendant des siècles. Encore aujourd'hui, l'empreinte de ce code résonne dans les constitutions et les tribunaux du monde entier. Justinien transforme aussi la capitale. Il fait ériger la basilique Sainte-Sophie. En moins de 6 ans, ce chef-d'œuvre architectural s'élève, immense, audacieuse, illuminé par la lumière dorée qui traverse ses coupoles. Quand on entre dans Sainte-Sophie, on a le sentiment d'approcher du divin. À l'époque, certains affirment que la beauté de l'édifice protège la ville elle-même, mais la grandeur n'a jamais de répit à Byzance. Une épidémie de peste s'abat sur l'Empire, ravageant la population. Les ennemis rôdent, les failles s'ouvrent. À peine l'âge d'or de Justinien touche-t-il à sa fin que la menace reprend de plus belle, plus imprévisible que jamais. Les crises du 7e siècle, guerre, effondrement et choc de l'islam. À la mort de Justinien, l'Empire semble avoir tout, puissance, culture, prestige. Pourtant, dès la fin du 6e siècle, la situation bascule. À l'Est, l'ennemi juré sassanide, l'Empire perse, profite du moindre affaiblissement. Les guerres sont interminables, les provinces de Syrie, de Palestine et d'Égypte passent tour à tour sous domination perse, puis byzantine, puis encore perse. L'empereur Héraclius, face à l'effondrement, n'a d'autre choix que de vendre les trésors de la couronne pour financer l'ultime riposte. Il remporte une victoire miraculeuse, reprend la vraie croix à Jérusalem, mais l'Empire sort épuisé, ses frontières à nu. Et c'est à ce moment précis qu'une tempête imprévisible surgit du sud. En Arabie, une nouvelle force s'organise autour de Mahomet et de ses successeurs. Les armées arabes déferlent, animées d'un souffle religieux et conquérant. En une génération, elles balaient toute la façade sud de l'Empire. Damas tombe, puis Jérusalem, puis Alexandrie. Les routes commerciales, le grenier à blé d'Égypte, tout est perdu pour Byzance. Face à ce choc, l'Empire est au bord du gouffre. Certains chroniqueurs décrivent des scènes d'apocalypse, villes vides, terres abandonnées, processions de réfugiés fuyant vers Constantinople. L'État se resserre, invente de nouvelles formes d'administration, les thèmes militaires, redéploie ses ressources. Il faut tenir coûte que coûte, mais la menace ne vient pas que du sud. À l'ouest, les Slaves et les Bulgares s'installent dans les Balkans, bousculant les frontières, modifiant à jamais le visage de la région. Les empereurs multiplient les réformes, bâtissent de nouvelles murailles, font de Constantinople la citadelle de l'Orient chrétien. Ce n'est plus l'époque des grandes conquêtes. Désormais, il s'agit de survivre, de s'adapter, d'inventer de nouvelles façons de résister. Et contre toute attente, au cœur de cette tourmente, Byzance va poser les bases d'une renaissance spectaculaire. Les âges d'or, reconquête, prospérité et rayonnement culturel. À partir du 8e siècle, une nouvelle ère s'ouvre. L'Empire sort de la tempête plus résilient, plus intelligent, prêt à écrire l'un des chapitres les plus brillants de son histoire. Mais cette renaissance n'arrive pas sans heurts. La querelle de l'iconoclasme plonge la société dans la discorde. Empereurs et patriarches s'opposent sur la place des images sacrées. Doit-on vénérer les icônes ou les détruire? Les églises sont saccagées, des moines exilés,
la population se déchire. Finalement, l'orthodoxie triomphe, mais le souvenir de cette lutte restera vif. Puis vient la dynastie macédonienne, qui va porter Byzance à son apogée. Les empereurs reprennent l'initiative. Ils repoussent les Arabes, reprennent la Crète et la Sicile, écrasent les Bulgares. Basile II, surnommé le tueur de Bulgares, marque les esprits par ses campagnes féroces et son autorité implacable. À la cour, la vie est une succession de fastes, de cérémonies étourdissantes, de jeux de pouvoir raffinés. L'économie explose. Constantinople est alors la plus grande métropole d'Europe, un carrefour où se côtoient un marchand vénitien, ambassadeurs russes, savants arabes et pèlerins venus du bout du monde. Les mosaïques illuminent les églises, les manuscrits enluminés font la fierté des lettrés, la philosophie et la science se perpétuent à l'abri des murs de la ville. C'est aussi l'époque où Byzance rayonne au-delà de ses frontières. Les missionnaires byzantins partent évangéliser les peuples slaves. En Russie, en Bulgarie, en Serbie, l'orthodoxie s'impose, l'alphabet cyrillique s'installe. L'héritage byzantin façonne durablement la culture de l'Europe de l'Est. Mais cette prospérité n'est pas éternelle. Les tensions avec l'Occident grandissent. En 1054, le grand schisme brise l'unité chrétienne, sépare Rome de Constantinople, catholique des orthodoxes. L'Empire est à son apogée, mais dans l'ombre, les nuages s'accumulent. Car même au sommet de sa puissance, Byzance reste vulnérable à l'imprévu, à la jalousie et à la trahison. Déclin, croisade et humiliation. Au tournant du XIIe siècle, Byzance semble encore puissante, mais les fissures se multiplient dans ses fondations. La dynastie des Comnènes tente de sauver l'Empire. Alexis Ier s'impose comme un stratège hors pair, tenant tête aux Normands à l'ouest, aux Seldjoukides à l'est et naviguant avec habileté entre menaces et alliances. Pour résister à la pression turque, il fait appel à l'Occident, lançant un appel qui donnera naissance à la première croisade. Les croisés traversent l'Empire, d'abord alliés, puis rivaux, éveillant bientôt la méfiance de Constantinople. Les décennies passent et la situation empire. L'économie décline, les seigneurs locaux s'émancipent, les caisses de l'État se vident, les croisades se succèdent, mais l'esprit de fraternité s'érode. À chaque passage, les relations se tendent. Les Latins traitent les Byzantins avec mépris, tandis que la cour de Constantinople voit dans les croisés des barbares imprévisibles. Puis arrive la tragédie du siècle. En 1204, la 4e croisade, détournée de Jérusalem, s'abat brutalement sur Constantinople. Les remparts cèdent, la ville est livrée à la fureur des assaillants. Pendant des jours, les églises sont pillées, les œuvres d'art dispersées, les trésors fondus ou volés. La population, sidérée, assiste impuissante à l'effondrement de son univers. La Sainte Sophie elle-même, profanée, devient le théâtre du chaos. Un empire latin est proclamé sur les ruines de Byzance, tandis que les membres de la famille impériale s'exilent dans des États grecs en résistance, Nicée, Trébizonde, Épire. Mais ce morcellement marque une rupture irréversible. L'Empire n'est plus qu'un souvenir éclaté, humilié, piétiné par ceux qui, hier encore, se disaient « frères ». L'onde de choc est immense. La population chute, les élites fuient, la culture byzantine doit se réinventer dans l'exil. Pourtant, au milieu de ce désastre, la flamme ne s'éteint pas complètement. Les Byzantins, même dispersés, n'ont pas renoncé à l'idée d'un retour. C'est le début d'une lutte acharnée pour renaître de leurs cendres. Mais, quand enfin Constantinople est reprise, rien n'est plus comme avant. Les menaces se sont multipliées et le monde byzantin, déjà exsangue, va bientôt devoir affronter le pire défi de son histoire. Dernier acte. Restauration, survie et chute finale. En 1261, Michel VIII, paléologue, réussit l'impensable. Il reprend Constantinople aux Latins et restaure l'Empire. Mais la ville qu'il découvre n'est plus que l'ombre de l'ancienne capitale. Les palais sont en ruine, les églises détruites ou appauvries, la population décimée. Les caisses sont vides, le commerce peine à redémarrer et les grandes familles s'affrontent pour les derniers lambeaux de pouvoir. Pour survivre, Byzance doit jongler avec 1000 dangers. À l'ouest, les royaumes latins rêvent de reconquête. À l'est, une nouvelle puissance s'élève, irrésistible, les Ottomans.
D'année en année, il s'empare des provinces byzantines, grignote les Balkans, encercle peu à peu Constantinople. Les empereurs cherchent l'aide de l'Occident, multiplient les négociations et les promesses d'union religieuse. Mais à chaque fois, les secours sont insuffisants et le peuple byzantin, profondément attaché à son identité orthodoxe, rejette les concessions faites à Rome. Le climat politique est délétère. Intrigues, trahisons, coups d'État se succèdent, affaiblissant un empire déjà à genoux. Parfois, la capitale se retrouve coupée du reste du territoire, réduite à une cité assiégée, dépendant du blé importé, des donations étrangères et de la diplomatie de la dernière chance. Puis vient le dernier acte. En 1453, le sultan Mehmed II rassemble une armée immense, appuyée par des canons gigantesques jamais vus. Pendant des semaines, les murailles tiennent, portées par le courage d'une poignée de défenseurs et la détermination du dernier empereur, Constantin XI. Mais le 29 mai, au matin, les portes cèdent. Les Ottomans pénètrent dans la ville, la basilique Sainte-Sophie résonne des prières d'une nouvelle foi. Constantinople tombe, emportant avec elle le dernier souffle de l'Empire byzantin. Pour les témoins de l'époque, c'est la fin d'un monde. Mais dans la mémoire collective, dans les livres, dans l'art, dans les prières, Byzance va continuer à vivre, plus influente que jamais. Héritage éternel, ce que Byzance a vraiment légué. La disparition de Byzance a bouleversé le monde, mais son héritage a traversé les siècles. Pendant plus de 1000 ans, l'Empire a été un refuge pour la connaissance antique. Dans les monastères et les bibliothèques, des générations de scribes ont préservé les œuvres de Platon, d'Aristote, d'Homère, de médecins, de mathématiciens. Lorsque les savants byzantins fuient vers l'Italie après la chute de Constantinople, ils apportent avec eux cette mémoire vivante. La Renaissance occidentale leur doit une part de son souffle. Byzance, c'est aussi une foi. Le christianisme orthodoxe, avec ses rituels majestueux, ses icônes fascinantes, sa liturgie chantée, ses monastères perchés, continue de façonner la spiritualité des peuples slaves et grecs. La Sainte Sophie, transformée en mosquée puis en musée, reste un symbole universel. Elle inspire encore aujourd'hui les architectes du monde entier. Sur le plan politique, l'administration byzantine a posé les bases d'une bureaucratie moderne. Centralisation, fiscalité, diplomatie raffinée, art de la négociation, autant d'outils qui seront repris par les grands royaumes européens. Enfin, l'art byzantin, ses mosaïques, ses fresques, ses manuscrits enluminés, influencent encore l'imaginaire. Ils rappellent qu'au cœur des crises, l'homme s'est inventé la beauté et résisté à la barbarie. L'histoire de Byzance est celle d'une survie permanente, d'une lumière vacillante qui ne s'est jamais éteinte. Elle nous enseigne que la grandeur n'est pas toujours là où on l'attend. Parfois, elle se niche dans la capacité à durer, à transmettre, à renaître après chaque chute. Même disparue, Byzance hante encore les rêves de ceux qui cherchent à comprendre l'Europe, le Proche-Orient et le destin fragile des civilisations. Conclusion. Byzance, ce n'est pas seulement une page d'histoire refermée. C'est une énigme vivante, une leçon sur la fragilité des empires, mais aussi sur leur capacité à renaître, à inspirer et à façonner le monde, même des siècles après leur disparition. Chaque pierre de Constantinople, chaque manuscrit sauvé des flammes, chaque mosaïque survivante nous rappelle que la grandeur se mesure autant à la force de résistance qu'à l'éclat du triomphe. Si cette plongée dans l'aventure byzantine vous a surpris, ému ou simplement donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions, et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains récits. D'autres histoires incroyables vous attendent, d'autres mystères n'attendent que d'être révélés. Qui sait quel empire oublié, quelle figure fascinante ou quel événement méconnu on explorera ensemble la prochaine fois. Merci d'avoir voyagé à travers les siècles. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire, là où chaque légende cache encore des secrets.